Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour à ceux qui nous suivent depuis YouTube, si j'ai bien compris. Je vais essayer de passer un petit moment avec vous, vous parler d'un sujet moi, qui me passionne depuis des années, et on va voir que les années sont nombreuses dans le sujet. On va voir un petit peu tout ce qui va concerner les applications dans le terminal avec une interface, ce que ça veut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc déjà, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci bien sûr à Torrentech et à tous ces formidables gilets verts qu'on voit partout. Merci aux sponsors, sinon pas de sponsor, pas de conférence, vous connaissez le proverbe. Et puis très rapidement, si vous avez des questions, on va essayer de prendre le temps de toute façon pour les questions, mais voilà, je suis assez facilement joignable. J'ai un pseudo depuis quand Internet s'appelait tout juste Internet, donc vous devrez me trouver. Rapidement, hop, l'association dont je suis très fier de faire partie, qui est Mixtine, où on fait des ateliers avec des enfants. J'ai toujours le même message, partagez et vous apprendrez en retour. Vous prendrez quelques baffes aussi au passage, parce que les enfants, ils ont des questions, ils n'hésitent pas. Donc c'est un excellent moment à passer si vous avez l'occasion de vous rapprocher d'une assoce ou d'en créer une. Ça peut être l'occasion. Alors on va commencer par quelque chose que j'ai longtemps fait, c'est commencer par une définition par Wikipédia, parce que c'était un peu la référence numéro un. Et on va lui demander ce que ça peut être, selon Wikipédia, une interface. Alors, il y a beaucoup de textes, prenez pas des notes, il n'y a pas d'interro après. Par contre, il y a quand même des éléments, ouais, c'est impressionnant, waouh, ça c'est pour vous montrer comme je suis doué avec un prompt et les images générées. Il y a quand même le fait que, généralement, l'objectif d'une application en TUI, c'est d'occuper le maximum votre terminal, votre écran qui représente votre terminal, quel que soit ce que vous utilisez. Et on ne va pas se limiter comme une CLI quelque part qui on émet une forme de question et on reçoit une forme de réponse. Là, on va plutôt rentrer dans l'interaction. Ça, c'est la première définition possible. Et puis, comme j'ai donné quelques cours, j'ai eu la chance de donner quelques cours avec des étudiants, très vite, j'ai aussi demandé à ChatGPT pour leur montrer que je savais taper aussi un prompt, parce que bon, il faut essayer. Finalement, la réponse est assez proche, mais c'est pas la même. Et toujours ce talent incroyable pour la génération d'images. Il y a des éléments un petit peu complémentaires où effectivement faire une TUI, en fait derrière on va s'appuyer sur, là j'ai mis généralement on s'appuie encore aujourd'hui sur l'ASCII, mais heureusement ça évolue. Heureusement que les TUI ont pris en charge aussi UTF-8 et tout ce qui arrive après, on va voir rapidement. Et puis il y a la notion de couleur qui peut intervenir. Donc finalement aujourd'hui on a la chance d'avoir, certes c'est des terminaux, mais ces terminaux sont de plus en plus riches aussi en tant qu'outils en eux-mêmes. Donc je ne vous fais pas tout le paysage des terminaux, mais sachez que c'est passionnant en soi, les Ghosty, les Kitty, il y a plein de terminaux qui émergent et qui proposent des choses pour aller un peu plus loin. On en est à afficher des images dans un terminal. Moi, je suis désolé, même à mon âge, ça m'éclate. On ne se refait pas. Euh, Moi, ce que je résumerai de tout ça, c'est vraiment de se dire qu'on va vraiment considérer que le terminal sera le lieu où on va vraiment avoir une application le plus complète, avec toutes les formes d'interaction qu'on peut imaginer, des options, tout ce qu'on s'attend dans une UI, j'allais dire une UI un peu moderne aujourd'hui. La référence, ça va être ce que vous allez avoir dans une application web. Il y a beaucoup de choses qu'on peut maintenant répliquer dans un univers terminal, en fait. Et vous verrez que les gens qui sont derrière ce type de framework, de toute façon, sont aussi souvent des gens issus du monde du web aussi. Donc il y a ce parallèle assez fort. Mais avant d'arriver au TUI, je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu en partie ces slides. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin différemment. J'en ai parlé hier avec mon formidable ami Gouze. Hier, quand on parlait des langages, on a aussi parlé de l'histoire des langages derrière. Là, je vais vous refaire rapidement un petit peu d'histoire parce qu'il y a plein de raisons qui vont aboutir à des choix qui perdurent encore aujourd'hui. Le métier à tisser, c'est quelque chose qui existait déjà depuis un certain temps, jusqu'à ce que M. Jacquard se penche sur le sujet et décide de s'inspirer de ce qui était fait un petit peu déjà depuis quelques siècles. En fait, il y avait déjà quelque chose de proche. La notion de faire des trous pour représenter quelque chose existait en musique, en fait, les orgues de Barbarie. Il y avait déjà le même concept. Et lui, il s'est dit, en fait, les métiers à tisser, il y a deux actions, si je schématise très grossièrement. Il va y avoir le fait de passer un fil qui représente ce qui va donner le tissu au final, pour faire la trame. Mais à chaque changement éventuel de couleur, suivant dans quel fil on passe, on va créer des motifs. Ça, c'était un métier à l'époque qui s'appelait tireur de lac, qui était essentiellement
tenus par des enfants. Et outre le fait que c'était très pénible, ce n'était pas ultra efficace si on se penchait sur le côté productivité. Donc il a essayé de conserver le métier du tisserand, mais en lui simplifiant la reproduction des motifs. Donc on y gagnait un peu en qualité, en rapidité. Et donc il a trouvé des méthodes pour donner des instructions sur un certain nombre de cartons perforés, toujours avec une façon de codifier le motif. Et c'est finalement la première forme d'input en fait, sur une machine automatisée qui était le métier à tisser, même si c'était encore une action au départ manuelle. Et puis au fur et à mesure, on a motorisé, voilà, c'était les premières étapes. Dans un univers finalement différent, mais qui a des outils qui vous allez voir, qui sont proches. Tout ça s'entremêle d'une manière ou d'une autre. Hein. Comme l'orgue de Barbarie avait inspiré Jacquard, il y a toujours des inspirations comme ça qui vont de l'un à l'autre. Et pour tout ce qui va être le télégraphe, l'idée c'était de transmettre des messages sur des distances beaucoup plus longues à travers un câble cuivré. L'entrée, c'était cette petite manette qu'on aperçoit. Donc, vous savez, le court long. Voilà, on arrivait, on codifiait déjà le langage, on créait un alphabet, on a une façon d'encoder le langage. Et en guise de sortie de tout ça, parce que même avec un opérateur de qualité, parfois on pouvait rater un message, parfois ça pouvait arriver que l'opérateur ne soit pas devant la machine. On imprimait en fait par des systèmes de trous aussi, là encore sur un ruban, la codification traduite dans le sens. Donc, même si on a un peu d'input avec cette partie-là, l'output de la machine, en l'occurrence, c'était ce ruban. Et pour la petite histoire, c'était déjà l'apparition des grands combats entre inventeurs qui passaient, comme disait Morse, plus de temps à se battre pour justifier leur propriété intellectuelle que de travailler sur leurs inventions. Donc ça date d'il y a longtemps. Hein. Grosse évolution, super importante. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En 1890, il y a un recensement qui est lancé sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Ce n'était pas le premier. Et les précédents avaient été longs, pas très fiables. Pour analyser les résultats, c'était un cauchemar. Le gouvernement de l'époque a essayé de lancer une initiative pour à la fois codifier les informations, mais aussi les stocker et pouvoir les récupérer, enfin tout un système comme ça. C'est ce qui a abouti aux cartes perforées. Donc là, je remercie, il est peut-être pas là, il est peut-être reparti. J'ai eu un généreux donateur hier pendant le speaker dinner qui m'a offert. Alors, ce n'est pas les premières, ça c'est ce qui était utilisé par IBM jusque dans les années 50-60. Donc, si vous êtes curieux, voir la tête d'une vraie carte perforée. Alors, j'ai pas de code dessus, malheureusement. Je vais me pencher sur le sujet maintenant que j'en ai des exemplaires. En tout cas, c'est à ce moment-là que plusieurs choses sont apparues. Donc, truc rigolo, c'est la naissance d'IBM à ce moment-là, pour ce projet-là en l'occurrence, plus d'autres compagnies qui réémergent plus tard sous d'autres formes dans le monde de l'informatique. C'est les premiers encodages qui vont perdurer jusque dans l'informatique récente et moderne, comme BCD, BCDIC et ASCII, qui sont l'encodage des alphabets. Et ces jolies cartes perforées, elles ont une propriété assez intéressante, elles ont 80 colonnes. Oui, les terminaux modernes peuvent en avoir plus, mais pendant très longtemps, même votre éditeur, même votre VS Code, au tout début, quand VS Code est sorti, ils avaient décidé que c'était quand même par défaut 80 caractères. Alors heureusement, ça a changé super vite parce qu'on n'a quand même pas les mêmes écrans aujourd'hui, c'est quand même moins pratique. Mais voilà, ça vient de là. Ça vient de ça et de toutes les évolutions quand on a cherché à traduire ce concept. Concept qui, même si là on est encore sur une forme qui a évolué, on arrive... Alors, l'invention technologique, c'était le télétype, mais c'était une marque. Donc on n'avait pas le droit de dire télétype, c'était téléscripteur. Télétype, l'abréviation, c'était TTY. Donc ceux qui font de la programmation avec des ports séries, ça doit vous parler, TTY. Et on a encore renforcé les normes autour de BCDE, BCDIC, les choses comme ça. Et plus proche de nous, en Europe et en France, la norme qui était utilisée, c'est Telex. Et quand j'ai creusé pour faire ce talk, j'ai été très surpris de savoir que Telex avait traversé l'époque PTT, puis l'époque France Télécom, qui s'était arrivé jusque chez Orange, et que ça avait duré jusqu'en 2017. L'extinction du dernier service Telex, c'est 2017. Donc c'était des services legacy bancaires essentiellement qui restaient à la fin. Mais bon, ça fonctionnait, c'était fiable, il n'y a pas de raison de changer quand il n'y a pas mieux ou plus intéressant. Donc ça a duré jusqu'en 2017. Donc là, on commence à arriver. C'est peut-être pas évident quand on voit ça, mais
L'être humain peut communiquer, a priori, il peut exprimer quelque chose qui est dans son langage. En tout cas, il peut taper les caractères de sa langue. Le retour se faisait par une imprimante. On avait du texte, on n'avait plus les trous, on avait des textes. Les premiers télétypes étaient à trous et après on est rapidement passé à l'encodage avec du texte. Donc on y est quasiment. Et la dernière étape qui manquait, c'est quand on est arrivé à se dire les télés étaient déjà présentes. On est dans les années 60. Et DEC invente quelque chose qui va un peu bouleverser l'interaction avec les machines, c'est le VT100, qui va être le premier terminal avec un clavier, un écran, de 80 colonnes, si vous avez suivi. Et là, on était complètement opérationnel pour interagir avec des machines. Donc, dès ce moment-là, on peut commencer à parler. Alors, ce n'est pas encore des TUI, mais les concepts de CLI étaient là de toute façon, puisqu'on a commencé à interagir avec les machines. CF, j'espère qu'on redonnera ce talk sur les langages, mais voilà, tout se croise, tout se mélange. Malgré tout, est-ce que ça parle à quelqu'un, cette image-là? Ouais, quand même. Donc 1984, c'est pas la première interface graphique homme-machine, c'est juste celle qui a débouché sur quelque chose le plus proche du grand public et de l'entreprise. C'était bien sûr les premières versions des systèmes Apple en termes d'interface graphique. Il y en a plein qui ont suivi. Moi, celle personnellement qui m'a marqué, voilà. Encore un univers, c'est assez facile, il y a les logos, il y a le nom, il y a tout. Hein, on est chez Atari, mais il y avait à la même époque exactement la même chose chez Commodore avec l'Amiga, qui avait ce type d'interface-là. On était déjà dans quelque chose de foufou en 320-240, enfin, c'était dingue. Il y avait une souris qui pesait 1 kilo, mais... et puis ça a continué, donc là toute la famille des Windows, on ne peut pas enlever le fait que ça a quand même démocratisé l'usage de ces interfaces graphiques. Le concept de fenêtre était vraiment de plus en plus répandu. On y était, et puis ça a continué évidemment. Voilà. J'ai mis tous les petits trucs qui ont marqué dans ma vie de geek et de professionnel. L'arrivée d'Ubuntu, je me rappelle encore des CD qui arrivaient à la maison directement depuis Ubuntu, et puis on les distribuait aux copains, on allait faire des install parties. Il y a eu de gros efforts, même si la blague est toujours facile de dire ça y est, c'est l'année de Linux pour les desktops. Je pense que les efforts d'Ubuntu, à un moment donné, ont payé d'une certaine manière, et de toutes les autres distribs, bien sûr, autour. Celui-là aussi, moi, il m'a marqué. Il continue de me marquer. Je sais, on peut critiquer, on peut ne pas aimer. Moi, il y a une forme d'interaction, en tout cas, que je trouve très aboutie. On commence à être vachement loin du terminal, quand même. Je sais pas... Moi, je m'auto-inquiète, mais où tu vas? Tu es en train de parler de TUI. Et puis, là, on arrive le monde du cloud. Alors là, tout est possible. On a des OS dans des navigateurs, on a tas de choses. Sauf que, si je puis me permettre, de celui-ci jusqu'au dernier arrivé, il y a un moment, quelque part, il y a un serveur, et quelque part, quelqu'un travaille avec un gentil petit terminal, un prompt noir et blanc. Aujourd'hui, c'est du quotidien. Je pense que dans l'assistance, il y a des SRE, donc je pense que c'est un peu votre premier contact avec une machine. Souvent, il y a un point d'entrée qui va être de ce type-là. Mais avec des outils. On va en revenir au TUI. Je vous le montre dans une slide, mais parce que je suis courageux et que j'ai confiance dans le Wi-Fi, on va vous montrer un peu quelques exemples. Parce que c'est bien beau de parler de TUI. Si je m'assois sur le micro, je vais le casser. Hop. Je mets des lunettes, parce que je suis comme les terminaux, j'ai pris un peu d'âge. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors je pense que je vais pouvoir zoomer une fois lancé. Réseau, es-tu là? Oui. Voilà. Ça n'a pas d'importance d'avoir l'intégralité des fonctions présentes dans CANFS. Moi qui me considère plutôt comme, encore aujourd'hui, un grand débutant de l'univers de Kubernetes, c'est pour moi un outil qui me permet, les 3/4 du temps, je n'ai pas d'autres points d'accès aux clusters, aux machines, enfin, ça va être mon outil de travail. J'ai beau avoir une collègue extraordinaire qui connaît sur le bout des doigts les commandes kubectl, merci Aurélie, et qui fait des super bouquins. Ça ne suffit pas toujours. Et je sais qu'on est nombreux à apprécier ce genre d'outil. Quand je dis que c'est interactif, on peut, voilà, vous avez des listes, vous avez vu que les menus au-dessus, j'ai des raccourcis clavier. On est quand même dans une application et je suis bien dans un terminal. Donc c'est le type d'outil qu'on va avoir. Pourquoi utiliser ces types d'outils? Peut-être que certains d'entre vous sont déjà convaincus. Je sais que j'ai quelques collègues là, qui ont publié en open source un outil qui va leur permettre de gérer leur ticketing autour de la plateforme Opsgenie. Ils sont déjà dans leur terminal, ils sont déjà en train de travailler. Pourquoi ils iraient sur une page web pour gérer leur ticket alors qu'ils ont tout ce qu'il faut sur place?
les copier-coller, voilà, on peut, si ça fonctionne dans le terminal. Il y a plein de cas où ça peut être un. Si on est bien dans son terminal, on est bien dans son terminal. Hein. C'est comme un éditeur de code. Si vous préférez VS Code, utilisez VS Code. Si vous êtes bien avec NeoVim, pareil, j'ai un collègue, il en fait des talks. Il a des language servers, il a du linter, il est très bien dans son NeoVim et ça marche. Pas de souci. Il en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai malheureusement, je crois, pour le deuxième outil, je vais quand même vous le montrer, même si j'ai découvert qu'il manquait tout ce que j'avais configuré. C'est un outil qui s'appelle Posting. Je serai présent après, hein. J'en ai plein des outils comme ça, il y en a peut-être qui peuvent vous intéresser. Posting, si j'en parle, c'est parce que je trouve ça fantastique d'avoir un outil dans le terminal qui réplique la plupart des fonctionnalités de Postman, par exemple. Donc vous allez gérer vos collections de tests d'API, vous pouvez gérer vos headers, vous allez gérer vos secrets, vous avez tout ça. Et vous ne bougez pas, vous êtes toujours dans votre terminal. Il y a quand même plein de cas où ça peut être intéressant. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais en tout cas, l'outil a l'avantage d'exister. Donc voilà, pour moi, les TUI, c'est ça. C'est proposer une alternative. On a la chance, je trouve que j'ai la chance de travailler dans un monde passionnant qui est l'informatique. On a le choix des outils, je ne vois pas de raison de se priver. Donc libre à vous de préférer. Moi, il y a plein d'outils que je préfère en mode fenêtre, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des choses sympas à faire dans ce monde-là. Hop. Donc, au cas où ça marche pas, je suis quand même un garçon prudent, voilà, avec du contenu dedans. Si je m'étais pas gouré entre les répertoires, le global et j'ai changé de machine, j'avais un certain nombre de requêtes. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous pouvez stocker vos get, vos posts. À l'intérieur, vous avez les headers que vous voulez mettre. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler avec. Je crois qu'on va passer à du un peu plus concret. Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Je n'ai pas la prétention, bien sûr, d'être expert de toutes les technos, d'être exhaustif. Je vais essayer de vous présenter ce que moi j'ai rencontré et pourquoi je l'aborde avec vous. Avant d'aller dans le cœur des démos, j'ai une petite slide qui est ma slide tristesse personnelle et que je dédicace à mon Stéphane adoré. C'est un univers que j'ai beaucoup fréquenté, qui est l'univers Java. Et sachez qu'il existe des choses, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. C'est juste, pour tout ce qui est CLI, Picocli, je ne vais pas être contredit, ça marche d'enfer. Il manque la petite étape pour aller sur des TUI. Il y a quelques tentatives de framework, mais je pense que ces tentatives ont été faites un peu tôt. Du coup, maintenant que Picocli est là, maintenant qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec Quarkus, tout est en train de s'assembler. Et je rêve de pouvoir donner une version de ce talk avec un exemple avec du Java aussi. Donc, guettez ces projets-là. Je vous ai mis celui qui est... ça bouge encore, il se passe des choses, c'est pas parfait, mais voilà, c'est le client que j'ai repéré, potentiellement celui qui devrait déboucher sur quelque chose d'utilisable dans le monde Java. Mais c'est ma petite tristesse, c'est de ne pas pouvoir vous montrer un exemple avec Java. Donc j'ai des slides par langage pour vous résumer ça, mais plutôt que de vous montrer les slides, on va montrer du code. Je ne sais pas vous, moi j'aime bien quand c'est concret quand même les choses. Donc c'est là où on va voir. On va essayer de passer en plein écran. Merci beaucoup la régie. À vous les studios. On va grossir tout ça. Ouais, j'ai des rêves de vue, on est d'accord. Je ne vais pas faire Minux. Mais... je vais vous présenter le premier qui est celui que j'utilise un peu plus régulièrement, qui va être pour mon langage le plus courant, qui va être Python aujourd'hui. C'est Textual, la librairie. La librairie Textual est faite justement, c'est lui où il l'a clairement assumé. Il a dit, moi, je suis passionné de tout l'univers web, de tout ce qui a été fait pour rendre agréable une interface, notamment tout ce qui est CSS. Il a fait, mais vraiment, un certain nombre de mémoires et de soutenances autour de ce qui se passait dans la définition du styling, du layouting autour du CSS. Et il a dit, je vais essayer de garder la sémantique utilisée, une bonne partie de ce qui est possible d'utiliser en termes de syntaxe. Vous vous doutez bien que dans un terminal, on n'a pas accès à la richesse qu'on a sur une page web. Et il a dit, ma librairie textuelle, je vais reprendre les concepts et puis je vais essayer de pousser au maximum ce genre de choses. Toujours pareil, on va commencer. Donc faites toujours des environnements virtuels dans le monde Python, on peut en parler après. UV de chez Astral for the win. Hop. Hop, je vais vous montrer. Avant d'arriver à la couche TUI, la plupart de ces frameworks, de toute façon, soit écrivent, soit incorporent la couche de CLI. C'est indissociable pour moi. Il faut être capable de passer des paramètres à votre application.
Il faut être capable d'interagir de toute façon avec l'input de l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Et ça, les outils de CLI qui existent depuis bien plus longtemps sont déjà équipés. Donc, pour Textual, on s'appuie généralement sur Typer, qui est une librairie, encore une fois, faite totalement étrange et pas accidentelle, par quelqu'un qui est le papa de FastAPI, qui est quand même le framework pour faire des API en Python aujourd'hui, et qui a décidé de faire la même chose, mais pour les CLI. Donc vous allez retrouver toutes les annotations que vous avez dans FastAPI, mais pour votre CLI, comment on passe un paramètre, comment on réagit à une commande, comment il y a une sous-commande. Il a exactement ce genre de démarche. Donc ce qui me permet d'avoir directement, sans coder spécifiquement, je vais même agrandir un peu parce qu'il manque peut-être un peu des choses. Vous avez gratuitement le fait d'avoir un petit descriptif avec le -help. Je vais vous montrer le code, c'est juste les annotations et les documentations que vous mettez sur chacune des méthodes qui vont exposer des commandes. Donc on est déjà pas mal. Et vous voyez, j'ai inclus dans le même projet, si on voit la partie en dessous, les parties commandes, je vais avoir la partie project qui va m'exposer avec l'API de GitLab des infos sur un projet. Je vais avoir la partie to do qui va m'exposer les issues qui me sont affectés dans un projet donné. Et une fois qu'on a tout ça, on a toutes les mécaniques et je vais vous montrer comment on passe à une TUI de manière pas trop complexe, je pense. Et puis si c'est complexe, on en discutera. On devrait y arriver. Et après, promis, on a aussi du Go, du Rust. Spoiler, hein, on va pas faire que du Python. Ça va, faites pas la tête, ça va, oh là là. Est-ce qu'il y a des développeurs Python déjà? Ça, vous n'êtes pas... Le premier qui... Alors, hop, le premier qui dit bouh pour un langage, il sort, quel que soit le langage. Hein. J'ai pas de... Ça marche pas. Attends, on l'a pourtant dit fort hier, Argouze. Hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais langage. Il y a les langages qui vous correspondent et qui correspondent au contexte. Tout vous répétez, vous êtes incorrigible. Hop. Donc, j'ai encapsulé là, le petit app, là, c'est ce que fournit en fait Typer, l'objet de base que vous allez retrouver aussi si vous êtes en train de développer quelque chose avec FastAPI. Vous développez une application en Node.js, vous avez aussi ce genre de framework. Hein. Vous définissez l'application qui va avoir des routes d'entrée et de sortie. Bah là, les routes sont en fait vos commandes et vos sous-commandes. Donc on va avoir la même chose. À partir de cet objet, vous allez voir toutes les annotations. Donc la dernière qu'on va voir au final, c'est celle qui va permettre d'exécuter la version en application TUI. Donc vous voyez, c'est juste, on dit que le framework utilise une commande avec le nom, on donne le nom. Il y a d'autres options, hein. On peut faire des valeurs par défaut, on peut enrichir ce genre de choses. Si je regarde hop, la commande project, là on est uniquement dans le mode CLI, mais on a quand même les outils disponibles. Par exemple, on peut manipuler tout ce qui va se passer sur la console pour malgré tout, même en étant en mode CLI, mettre un petit peu de mise en forme, un petit peu éventuellement de couleur. Il y a quand même accès à quelques petites infos. Là, c'est très très simple. Le getProject, un petit fichier à côté qui fait juste appel à une API. C'est assez gros quand même au fond. J'essaie de tout détailler. C'est un peu juste. Non, ça va. Bon. De toute façon, à la fin, je vous donne un lien. Il y a tout de consultable pour vous permettre de le lire à tête reposée. Un peu ce que j'ai fait après le talk de Jérôme hier en Java. Je suis quand même allé regarder de plus près les gatherers, ce que c'était, parce que c'était pas évident de suivre le code quand on est un peu loin dans un amphi. Mais vous avez tous été étudiants, vous savez qu'il faut prendre des notes. Et voilà, donc l'API, elle ne va pas faire de choses fantastiques d'un point de vue API GitLab, puisque ce n'était pas le propos. Je me contente de récupérer en fait, les détails d'un projet donné. J'utilise je ne rentre pas dans la commande elle-même, mais en gros, je lui donne un token pour GitLab, je lui donne l'ID de mon projet, puis il va récupérer quelques infos. Et simplement, ce qui commence à être intéressant dessous, je suis avec Typer dans le monde des CLI, mais je commence quand même à injecter ce que Textual me permet, et notamment de gérer un objet table, pour essayer d'avoir un rendu, non pas juste vos lignes qui sortent, mais avec voilà, des colonnes, des titres, des choses qu'on retrouve dans le monde du web également. Donc cet objet, on va pouvoir lui rajouter des colonnes. Vous voyez déjà des notions un petit peu de style. On n'est pas si loin d'une notation CSS. Ça, c'est la notation quand vous le faites directement dans vos fonctions. Mais il y a une notation qui permet d'injecter ce qui va être un CSS pour Textual aussi. Vous le définissez dans un fichier CSS limité, avec une convention précise, certes. Mais ça vous permet évidemment de ne pas tout mettre dans votre code. C'est une mauvaise pratique dans le monde du web. C'est pareil dans le monde des TUI. Mais comme je suis un mauvais élève et que je veux tout vous montrer, je vous le montre directement.
Donc voilà, on a des concepts d'alignement, ça peut servir dans une table, hein, gauche-droite, justify, ce genre de choses. Les notions de couleur, on peut commencer à wrapper les mots, vous n'avez pas besoin d'écrire une fonction pour wrapper le texte s'il est trop grand pour la colonne. Ce genre d'éléments. Et une fois que vous avez toutes vos colonnes, bah, je récupère juste les données du nom du projet, du propriétaire du projet, pour vous faire une petite table pour vous montrer ce que ça donne. Et c'est ce qu'on voit si je le lance. Hop. Et on va le lancer avec project. Et je ne sais jamais si c'est project au singulier ou au pluriel. Voilà. Donc c'est peut-être pas foufou, mais vous n'avez pas juste 2 lignes. Vous avez quand même le titre qui est un peu en gras, donc qui va ressortir. Vous avez des couleurs, vous avez ce genre de choses. Donc franchement, vous avez déjà une CLI sans aller jusqu'à une TUI. Pour pas cher, vous êtes en Python, cette librairie, un peu de coloration. Vous mettez en avant les infos que vous voulez mettre en avant. Il n'y a pas de mal à améliorer l'expérience de vos utilisateurs, parce que oui, ceux qui utilisent une CLI que vous avez utilisée, que vous avez écrit dans un projet open source, ce sont des utilisateurs aussi. Si je vous montre l'équivalent, non pardon, il y a la partie to do. Donc to do, c'est la même chose. Je vous montre le résultat, on l'illustrera avec la partie TUI. Voilà. J'ai une liste avec la date à laquelle l'issue a été créé, je récupère un titre, et puis s'il y a une description, je rajoute un petit peu d'éléments. Donc ça, je l'avais fait, j'ai écrit un petit article dans le magazine Programmé, donc j'avais créé des issues à l'époque dans le projet pour illustrer le truc. Ça fait un petit moment que ça me trotte en tête tous ces sujets. Hop, si je vous montre, on était tout à l'heure dans la partie TUI proprement dite. Donc là, j'ai juste délégué à côté pour avoir un fichier. J'aurais pu écrire directement si je faisais directement ma TUI. Voilà, donc c'est extrêmement complexe. Pour lancer une TUI, on crée une classe et on lui dit vas-y, run. Bon, il y a un petit peu plus, ok. La classe en elle-même, elle va avoir des concepts de binding pour que vous puissiez avoir des raccourcis clavier. Elle en propose un certain nombre par défaut, genre tout bêtement Q pour sortir de l'application, ce genre de choses, mais elle gère les touches, elle a des trucs comme ça par défaut, mais vous allez avoir forcément vos raccourcis, comme dans CanFS, il y a des raccourcis qui permettent d'ouvrir une petite zone de texte pour faire de la recherche, ce genre de choses. Là, on voit, je vous ai parlé de concepts CSS, on a quand même une notion de theming aussi, c'est-à-dire qu'en plus de pouvoir définir vos propres thèmes, il s'est dit, les développeurs étant pas tous extrêmement doués, pour moi le premier, pour de la mise en page, on est en train de parler de gens qui écrivent des CLI, donc qui sont probablement encore un peu plus loin des compétences nécessaires pour faire une belle interface. Donc il propose des thèmes, il y a un certain nombre de thèmes avec, il fait attention au contraste par exemple, pour l'accessibilité, ce genre de choses. Donc, vous avez vraiment toute une palette. Le projet sur GitHub donne des exemples évidemment pour chaque palette. Donc sans aller plus loin, vous avez déjà quelque chose qui normalement est un peu quelque chose de cohérent en fait, sur tout ça qui est important. Et puis après, on va composer en fait l'interface. Vous allez avoir des concepts d'en-tête, des concepts de pied de page, c'est ce qu'on voit ici. On va avoir des notions d'onglets, c'est ce qu'on voit ici quand on a la classe tabbed content, avec des tab pane, où on va mettre du contenu différent suivant ce qu'on veut afficher. Et donc, vous voyez, je n'ai pas défini plus d'éléments. Et quand vous allez voir l'interface, j'ai des onglets, je peux passer d'un onglet à l'autre, ça a mis à jour l'onglet, enfin, il y a déjà tout pour vous derrière. Évidemment, là, il y a c'est une petite astuce, voilà, pour permettre de switcher avec le framework. On switch, il y a un contexte derrière, on peut switcher de contexte quand on switch d'onglet. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous verrez, c'est d'une complexité complètement folle. Cascade faite sans les mains, voilà. Voilà, donc là, vous avez les 2 onglets. Le premier, alors, je l'ai mis avec un certain nombre. Donc, vous voyez, j'ai déjà la tabulation qui permet de passer entre la liste des onglets et puis ce qu'il y a dans chaque onglet, histoire de vous montrer qu'on pouvait se promener avec les flèches sans que je rajoute du code. J'ai remis les mêmes informations que tout à l'heure, mais juste les ai mis en ligne. On est d'accord, c'est de l'exemple. Juste avec la flèche, c'est câblé aussi, je passe d'un onglet à l'autre et on retrouve exactement ce que vous aviez écrit en mode CLI. Ce qui fait qu'à mon sens, suivant la complexité de votre TUI, je ne parle pas de CanFS qui est fait pour vraiment être uniquement une TUI, probablement que par étape, votre CLI va faire un peu de mise en forme en utilisant les premières briques qu'on a vues, et puis ça peut glisser sur une option plus qui le met en mode TUI, mais vous n'êtes peut-être pas obligé. Peut-être que des fois, vous voulez juste consulter pour un certain type d'information. C'est
C'est pas exclusif. Et puis on voit les petits bindings qui sont indiqués en dessous, qui permettent de passer normalement d'un onglet à l'autre. Voilà. Donc j'appuie sur T et j'appuie sur P, exactement comme indiqué. Et si vous voulez tout savoir, parce que je ne cache rien, il se trouve que le binding de la touche Q, pour une raison que j'ignore, depuis ce matin, ne fonctionne plus. Ne faites pas de mise à jour la veille d'un talk. Bien entendu, personne ne fait jamais ça, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était l'exemple un peu plus détaillé parce que c'est ce que je connais le mieux dans l'écosystème Python. Un où je connais un peu moins, mais j'ai quand même fait des choses avec, c'est dans l'univers du monde Go, de l'écosystème Go. Là, il y a de très jolis frameworks qui sont, alors le nom de l'entreprise, le projet chapeau, c'est CharmSH. Et vous allez avoir les projets qui ont des noms fabuleux. Il y a Bubblegum, enfin c'est fabuleux. Les noms sont, moi j'adore, moi j'aime bien. Moi, quand on me fait rêver avec le nom du framework, on a déjà fait 20% du chemin, minimum. Moi je suis facile, moi. Tu mets un nom rigolo, déjà je viens voir ce qui se passe. Je vous ai préparé deux choses. Pareil, je vais d'abord vous montrer le résultat et je vous montre le code ensuite. Hop. Voilà. Donc là, vous avez une TUI qui permet de voir que peut-être j'ai un peu trop joué ces derniers temps à Diablo 4, qu'il est malgré tout probable que je sois en train de switcher sur Path of Exile, et que comme récemment je me suis acheté un Mac mini qui tourne de feu, je me suis peut-être mis crossover pour rejouer à Just Cause 4. Voilà. Super intéressant comme information. Néanmoins, voilà, vous retrouvez en Go exactement le concept de table. Là, il y a un tout petit peu de coloration pour faire de la surbrillance sur l'élément que vous êtes en train de visualiser. Vous retrouvez évidemment les mêmes concepts. C'est, à mon sens, entre donc textual côté Python et toute la famille des produits Charm côté Go, c'est aujourd'hui, si vous voulez découvrir tout cet univers-là, les deux les plus mûrs, les plus documentés et les plus accessibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ne marchent pas, mais là, vous êtes dans un domaine, vous avez les bases du langage, vous allez vous en sortir normalement sans souci. Et je le prouve évidemment en vous montrant le deuxième exemple. Hop. Alors, pardon. Donc ouais, voilà. Quand je vous dis que les noms des librairies, ça vaut le détour. Bubble Tea, Lipgloss. Donc Lipgloss, c'est pour rendre jolis vos textes. Je trouve ça formidable. Donc pas beaucoup finalement de librairies à importer. J'ai pas importé un Cobra ou des choses pour gérer la partie CLI. J'ai dit que j'avais déjà pas mal détaillé côté Python. Je vous invite à lire les articles d'Aurélie sur Cobra. Je peux te citer à chaque truc. C'est super bien ça. Et en plus, elle est là, c'est formidable. Donc vous allez vraiment retrouver les concepts qu'on avait déjà tout à l'heure, sauf que là, bon, ben, c'est en Go, ok, pas de souci. Tout ce qui est LibGloss va vraiment être pour la peine dédié à cette gestion de style. Donc là, ils l'ont isolé dans une librairie à part. Vous allez avoir de la gestion de style. J'ai juste changé le highlight, mais vous allez avoir les mêmes propriétés. On va pouvoir justifier les textes, on va pouvoir changer les couleurs, mettre du gras quand il y a besoin. On a les mêmes concepts. De la même façon, eh ben, on va pouvoir commencer à structurer. C'est important d'avoir un layout qui a un petit peu de la gueule. On a les concepts de table. On va définir des colonnes. Donc là, c'est un petit outil, vous allez voir, qui monitore quelques infos de la machine. On récupère un peu quelques infos, savoir dans quel état votre machine, comment est le CPU, comment est la mémoire, ce genre de choses. Petit élément que je trouve intéressant dans l'approche qui a été faite par Bubble Tea, il y a la capacité à vraiment définir un modèle de données propre qui va vous permettre plein de choses après pour les mises à jour, des choses comme ça. Donc vous définissez votre modèle. Ici, ça correspond à toutes les infos que je vais récupérer en termes d'informations de process, informations de machine, et puis tout ce qui va être le style autour qu'on va pouvoir modifier. On a un objet pareil qu'on crée au départ depuis la librairie Bubble Tea. Alors le Wizard Screen, c'est pareil, c'est un truc par défaut qui vous est proposé. Là, j'ai rien défini spécial, donc vous verrez rien de spécial en fait dans l'application. Et puis on le lance, et puis la gestion des erreurs en Go, quoi, voilà. Mais non, je critique pas, j'expose une façon différente de voir les choses. Je pourrais parler de Java si Jérôme le veut, hein. Alors, l'autre exemple, c'est Monitor.
Voilà, donc c'est ce genre d'infos. Le fait d'avoir un modèle permet derrière d'avoir un thread dédié qui va aller poller pour aller récupérer les infos. On met à jour le modèle, on est dans Bubble.tea. Bubble.tea continue de suivre ce qui se passe dans le modèle. Il y a une mise à jour, je mets à jour les informations. Voilà. Puis le petit côté highlight que je vous avais montré. Donc là, on est sur quelque chose de simple. Mais voilà, je trouve que franchement, pour peu de lignes, vous allez pouvoir assez facilement, si l'outil n'existe pas, j'en sais rien, vous avez un besoin super précis, il y a une sonde qui n'existe pas sur le marché, qui a que dans vos serveurs, vous surveillez un truc super particulier, vous travaillez pour le Restos du Cœur et vous surveillez une sonde qui surveille les températures, je ne sais pas, il peut y avoir un cas très particulier, vous l'avez construite vous-même, il n'y a évidemment pas de librairie, ça peut être l'occasion d'utiliser ce genre d'outil. On arrive pour moi à la cascade la plus compliquée, je ne vais pas vous mentir. Et pourtant, j'ai que des choses belles à vous raconter. Côté Rust, c'est encore pire que Go. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du framework le plus connu pour les TUI pour Rust? Voilà. Pas besoin de vous dire pourquoi je suis allé regarder le framework. Le nom déjà, j'ai dit je vais aller voir. Donc là, par contre, quand je vous parlais de facilité pour démarrer, si vous êtes déjà un développeur Rust accompli, je pense que zéro souci. La seule différence que je vois, je trouve que Ratatouille est beaucoup plus évolué sur la gestion du layouting. Par exemple, il y a des outils qui ne sont pas présents dans les autres pour subdiviser des sections de votre écran, des choses comme ça va beaucoup plus loin. Par contre, il y a moins de choses d'intégrer. Mais je trouve que, à titre personnel, c'est quelque chose que je retrouve sur un peu tous les sujets quand je cherche à faire du Rust. Il y a l'outil, il existe, mais il va être morcelé dans plein de petites librairies aujourd'hui. Je pense que c'est le temps que tout ça s'émure. Et la deuxième phase de maturation, c'est que l'écosystème va avoir des frameworks peut-être un peu plus costauds avec le temps. C'est aussi, après avoir fait des essais, évidemment pas avec mon propre code, mais avec des exemples beaucoup plus complexes, c'est aussi le framework qui permet des résultats les plus performants. Il y a une compilation qui arrive à un niveau de performance supérieur. Go et Bubble.tea est pas loin derrière, mais là je pense qu'on est, c'est l'étape d'après, ça va encore plus vite. Je ne ferai pas énormément de commentaires sur. Honnêtement, je ne connais pas tous les détails de toutes les syntaxes au niveau Rust. Je me perds à chaque fois. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous allez avoir l'outil qui va vous permettre d'interagir avec le terminal. Donc, il crée un back-end pour votre application qui est capable d'interagir avec tout ce qui va se passer dans le terminal. Et à partir de ça, même réflexe, on utilise une application, un objet application qui vient de Ratatouille, et vous lui passez le fait que vous avez ce back-end qui va lui permettre d'interagir. Ratatouille étant là, non pas pour piloter directement cet accès au terminal, mais pour rendre cohérent tout ce qu'il y a à faire en termes de rendu. Ce qui est après tout un partage des tâches qui me semble intéressant. Tac, tac, tac. L'application, je lui passe quelques petits paramètres, mais rien de foufou. Vous allez voir, l'application est assez simple. J'ai 2 sections. C'est pas très compliqué. Et voilà, ce qui est intéressant ici, c'est la partie run. On va aller, j'ai une information statique et une information dynamique pour montrer qu'on peut faire des appels entre les deux. J'interroge une API fameuse qui permet de récupérer des quotes remarquables. Donc je croise les doigts pour la qualité de la quote qui va sortir tout à l'heure. Et derrière, on a juste à tracer sur le terminal, avec le back-end terminal, ce que vous aurez défini. Ce que vous aurez défini dans la partie draw, qui va être la définition du layouting. Et c'est là où je vous dis, je trouve que c'est vachement plus avancé. Je trouve ça beaucoup plus lisible et compréhensible de dire, ben, je fais un layout, telle colonne dans telle direction, je le découpe de telle façon, je mets des contraintes de répartition. Enfin, vous allez retrouver des choses que moi j'avais plus vues quand je faisais un peu du web. Très longtemps, moi je n'étais pas les pierres, je faisais du React, mais il y a longtemps. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'était une façon avec des builders assez lisibles de définir. Voilà, pour tous ceux qui disent que Rust n'est pas lisible, je trouve que ça c'est extrêmement lisible. Et puis, bah, vous allez définir votre layout, votre élément titre, qui va être mon élément statique. Et dans la partie dynamique, il a le concept de widget qui est intéressant aussi, puisque ça vous permet, les autres le permettent aussi, hein, mais là on le voit tout de suite, puisque ça va moins loin dans le haut niveau, on va dire. Vous pouvez définir vos propres widgets, évidemment, si vous avez des comportements à répéter, heureusement, qui vous éviteront de les recoder à chaque fois. Je vous montre ce que ça donne. Moi, je fais confiance au Wi-Fi jusqu'au bout. Tout le monde me dit le Wi-Fi, des fois, il a des éternuements. C'est pas vrai. Torrentech est la plus belle conf du monde, tout le monde le sait.
Je passerai à peu pour toucher les royalties. Hein. Hop. Et là, ah, ouf. J'ai eu un petit instant de mince. Voilà, donc vous avez bien cette notion, je lui dis de répartir. Vous voyez que il y a des objets déjà relativement complexes qui permettent de créer des cadres ayant des titres. Enfin, si vous avez déjà fait du layouting, même web, vous vous rendez compte, c'est quand même intéressant d'avoir ça dans un terminal. Et quand je dis un terminal, petit truc rigolo avec textuel que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il a tellement étudié le côté web et CSS qu'aujourd'hui, vous faites une application textuelle, vous la lancez avec un petit paramètre différent et en fait, ça vous expose une appli web locale. Et moi, je trouve que la boucle est bouclée et je trouve ça extraordinaire. Il est joueur, il est très très joueur. Donc voilà, voilà pour les exemples que je voulais vous montrer. Hop, on est bien, on est bien. Donc un petit peu pour résumer ce que je... Donc ça sera tout dans les slides, vous aurez tout. Pour la partie CLI en Python, aujourd'hui, je pense que le plus agréable et le plus abouti, c'est Typer. Pour la partie TUI, il n'y a pas de combat, c'est textuel. Je ne crois même pas qu'il y ait grand-chose d'autre à côté, je crois, aujourd'hui. Donc c'est assez facile. Pour la partie Go, j'ai quand même rajouté le fait que si vous voulez avoir la même démarche, qui est toujours pareil, on part d'un premier outil qui peut être simple, qui est peut-être juste la CLI. La CLI, vous la faites par exemple avec Cobra ici, vous rajoutez la partie que je n'ai pas mis là, mais juste la partie libgloss, vous avez une CLI avec un peu de mise en forme, et éventuellement vous allez jusqu'à la partie TUI. Donc là c'est l'écosystème côté Go. Côté Rust, voilà, je vous jure, il y a le nom, il y a l'avatar, il y a tout, c'est obligé. Je plaisante pas. C'était la 3e fois que j'ai essayé d'apprendre Rust et c'est la fois qui m'a fait accrocher. Quoi. Je suis faible. Je suis faible. Et pour information, c'est exploité au sein après de Ratatouille. Mais si vous voulez juste faire une CLI, la librairie qui m'a l'air d'être la plus utilisée aujourd'hui côté Rust pour les CLI, la gestion de paramètres de commandes, c'est Clap. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les références de ce qu'il y avait dans ce petit bout de code. Ça, c'est si vous voulez voir l'intégralité des exemples, c'est dans ce petit repository que je vais essayer d'enrichir. Je ne désespère pas de faire quelque chose. J'irai demander à Goose si on peut faire quelque chose avec Bun pour faire du JavaScript, de faire une CLI qui va jusqu'à faire une TUI. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs. Comme ça, j'enrichirai. Et je veux faire quelque chose en Java. Pitié, pitié, pitié. Je veux aussi un exemple en Java. Ah. Fais pas trop le malin quand même, Goose. Ah, c'est sympa ça. J'ai plus de slide. Bon, c'est pas très grave parce que vous voyez, elle est quand même là. Ah, c'est pas mal ça. Il la veut pas la montrer. Bon, on va pas se fâcher. Hein. Ok. Ok. Donc évidemment, encore un grand merci. Si vous avez... Ah si, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mes QR codes ont disparu. Génial. Alors je les ai, on les voit là, ici. Hein. Ils sont là, je vous mens pas. Ah, c'est génial. J'adore, j'adore. Laurent, t'es pas dans la salle, il faut qu'on parle de Google. Bon, bah tant pis. Normalement, l'open feedback de toute la conférence est présent. Encore mieux, je suis encore là. Venez me poser des questions en direct. Je serai ravi d'échanger. Je serai ravi d'entendre ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai mal fait. Il n'y a aucun souci, on peut discuter de tous ces sujets-là. Et puis, bien sûr, donc, merci à mes amis en vert. Et je fais un dernier merci. Je ne suis pas en bleu aujourd'hui. C'était mon dernier talk en tant qu'OVH, voilà, en tant qu'employé. Merci Aurélie. Merci Stéphane. Merci tout le monde. On a 5-6 minutes si vous avez des questions. Oui. Faire un slide deck dans le terminal, c'est vrai que ça pourrait se tenir, ça. Goose, il faut qu'on parle. Donc l'action était, est-ce que j'ai prévu de faire un outil de slide dans le terminal? Ça me semble absolument pas déconnant. C'est bien le problème. Je te déteste instantanément. Allez, ouvre la to-do list. C'est une très bonne idée et ouais. Alors pour aller plus loin et pour être très honnête, je pense qu'il faudrait
aller la petite étape après et utiliser un terminal un petit peu plus récent et moderne, qui a un petit peu de rendu, un peu de graphique et d'image quand même, toi, un Kitty ou un Ghosty, un truc comme ça. C'est carrément faisable. Ouais, mais arrête, c'est en train de tourner, tu sais, je suis en train de te répondre et c'est en train de tourner en même temps. Oui, réponse oui, évidemment. Maintenant, j'ai l'idée, je te remercie. Merci. Une autre question? Oui? Oui? Donc la question c'est, avec tous les parallèles que j'ai faits entre le monde du web et puis finalement tous ces outils qui s'en inspirent, est-ce qu'on ne pourrait pas aller l'étape d'après et finalement, en gros, si je traduis bien ce que tu me dis, d'écrire sous une forme qui serait HTML, XML, peu importe, en tout cas d'écrire carrément le contenu de ce qu'on veut afficher pour avoir le rendu. Très honnêtement, côté textuel, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est en train d'avancer, puisque ça serait quand même intéressant, vu que maintenant on a tout le styling qui peut mettre isolé, comme dans un projet web avec du CSS à côté. Je vois pas ce qui empêcherait. Alors après, on en est déjà tellement pas loin si tu isoles ton pur code textuel dans des fichiers dédiés, dans une zone dédiée, tu auras quelque part ton rendu graphique, et puis tu isoles ton applicatif comme tu aurais un back-end à côté. Tu peux déjà imaginer ça. Mais d'aller jusqu'à proposer du layouting, oh, tu dois pas en être loin. Je pense qu'un moteur comme Jinja et autres, tu dois pouvoir déjà commencer à faire des choses assez expressives, je pense. Est-ce que ça aurait vraiment de l'intérêt? Je sais pas, c'est une excellente question. Ouais, pour le mobile, on a eu ce genre de sujet. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais j'ai vu passer effectivement des réflexions de cet ordre-là, comment imbriquer style, layouting, et puis finalement le code qui assemble tout comme on aurait un site web. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui, là concrètement. C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait voir du côté des moteurs de templating s'ils sont capables de faire en ASCII et autres. Il y a peut-être un truc à jumeler ou à regarder. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Une dépendance sur Ncurse. Ah, sur le bas niveau qui gère le terminal, je n'ai strictement aucune idée du choix qui a été fait pour textuel en Python. Mais évidemment, il y a quelque chose dessous qui se contente. Comme j'ai montré pour Rust, où là c'est visible, où on utilise la librairie qui va créer le back-end, oui, oui, évidemment, il n'a pas réécrit cette partie-là. Mais non, non, en l'occurrence, si dépendance il y a, elle est assumée par le projet qui te fera une mise à jour que s'il décide de mettre à jour ce composant, il ne va pas te demander de rajouter cette dépendance. Je pense que ça serait trop casse-gueule. S'il y a une façon de faire le rendu qui change, il faut qu'il soit prêt de l'autre côté aussi. Donc oui, oui, évidemment qu'ils n'ont pas écrit l'intégralité de tout ce qu'il y a besoin dans ce cadre-là, mais j'irai regarder, tiens, précisément quel est le nom de ce qui est utilisé dessous. Alors pour avoir un binaire standalone, je comprends. Mon amour du Python ne peut pas me faire dire que c'est l'outil idéal pour avoir un binaire standalone. Il y a des solutions qui existent, mais c'est vrai que pour le monde des CLI, c'est peut-être là où il y a les dépendances les plus compilables. Il y a des outils pour transformer ton application Python en exécutable, mais là je te dirais, va voir côté Go. Mais oui, oui, tu as raison, il faut avoir une bonne maîtrise de tes dépendances quand tu veux te lancer dans le fait de compiler une application Python. Bah, c'est pareil, ça va me donner une idée. J'irai poser la question directement aux gens concernés. Ça me paraît bien. On a juste le temps d'une dernière question. S'il y a une dernière question. Oui? Oui? J'ai pas entendu, pardon. Alors, Canefess, je crois que c'est Charm. C'est du Go. Et c'est Charm, c'est Bubble Tea qui est derrière. Donc oui, la plupart de ces outils s'appuient sur ces. J'ai pas découvert par hasard en fait les librairies. Enfin, ouais, Bubble Tea, je déconne pas. Vraiment, le nom m'y a attiré. Mais Ratatouille, c'était parce que j'utilisais un outil, je savais qu'ils avaient utilisé ça. Donc oui. Donc c'est aussi une bonne source de partir d'un outil qui te plaît sous sa forme. Moi, c'est l'interaction qui m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas de latence, les touches sont gérées, c'est assez sympa, ça a l'air fluide. Tu regardes ton projet, contribuer et utiliser des projets open source, ce qui permet de savoir quels outils ils ont utilisés derrière et ça permet de rebondir sur le. Mais Canefs, c'est du Go et c'est Bubble Tea. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Tout bon? Eh bien, merci beaucoup. Terminez bien votre tour en tech.